Je souhaite vous parler d'une affaire et de nouvelles qui ont retenu mon attention suite à des révélations. Figurez-vous qu'en 1952, il y a eu un double incident avec des objets volants non identifiés. Cela vient d'être révélé et on donne maintenant plus d'informations en détail. Un double incident qui aurait paralysé 2 week-ends, déclenchant les alarmes à la Maison-Blanche et provoquant la plus grande conférence de presse militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il passé ? En juillet 1952 à Washington DC, la ville a connu 2 nuits consécutives d'activités aériennes inexplicables. Jusqu'à aujourd'hui, cela continue d'être analysé et étudié. Du 19 au 20 et du 26 au 27, des objets volants non identifiés ont été détectés par radar au-dessus de la capitale des États-Unis. Imaginez tout à coup, les systèmes radars commencent simultanément à détecter des objets. Ils n'empruntaient pas des trajectoires classiques, certains allaient à des vitesses extrêmes et faisaient des manœuvres alors impossibles. Les contrôleurs ont signalé que plusieurs objets sont apparus directement au-dessus de zones sensibles de la Maison-Blanche, ce qui a considérablement augmenté la tension parmi les autorités. Des avions F-94 ont été envoyés pour intercepter les objets. Dans un étrange retournement de situation, les anomalies disparaissaient du radar lorsque les avions s'approchaient et réapparaissaient lorsque les avions s'éloignaient. Selon ce qui est révélé maintenant, les objets réagissaient à des stimuli militaires ou de communication. Des lumières blanches ont été signalées, elles n'avaient pas de traînée, pas d'ailes, c'était comme des sphères rouges orangées, voire blanches, qui apparaissaient là-haut dans le ciel, à cette époque-là. Le président Harry Truman a exigé une explication urgente à l'US Air Force. La CIA elle-même a enquêté là-dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont toujours pas été révélées. À cette époque-là, l'armée de l'air a organisé la plus grande conférence de presse depuis lors. Imaginez les gens qui ont vu ces objets. Et tout à coup, c'est lors d'une conférence. La plus grande conférence de presse militaire organisée après la Seconde Guerre mondiale. Après tout ce qui a été vu et après l'apparition des radars, les objets qui ont été vus par des pilotes, par des militaires, par beaucoup de gens. Soudainement, ils ont changé de cap et ont dit de calmer les choses et ils ont commencé à dire non. C'est une inversion thermique, ce sont sûrement des étoiles ou des météores, ce sont des lumières humaines. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le fait est qu'on n'a jamais su ce que c'était. Et il n'y a jamais eu d'observation à ce niveau-là. À la Maison-Blanche, même s'il y a eu des objets étranges, jamais au niveau de ce qui est apparu à ce moment-là, du moins au-dessus de la Maison-Blanche. À la suite de ces événements, le célèbre panel Robertson de 1912 a été formé, et il existe depuis cette époque. Depuis les années 50, il y a eu un affrontement entre les sceptiques qui disaient que le récit du gouvernement était correct. Il ne s'est rien passé, rien n'est sorti malgré les preuves, mais un autre récit que nous savons maintenant être le bon. C'était que ces objets étaient bien là, et maintenant, à ce moment précis, nous pouvons savoir que ces objets sont bien là. Et ce n'est plus seulement moi qui le dis, ce sont des militaires, des scientifiques, le Congrès des États-Unis lui-même qui enquête sur des cas, même actuels. Les enquêtes ont duré des années à cette époque. Jusqu'à présent, il n'y a pas de conclusion, du moins publique, intéressante. En 2020 et 22-23, il y a eu des audiences au Congrès des États-Unis, des rapports ont été publiés et un peu plus d'informations ont été divulguées. Certaines informations sont traitées, la plupart restent cachées. Et à ce jour, l'affaire de Washington en 1952 reste l'une des plus intéressantes et des plus étranges. Et il ne faut pas oublier que c'est un sujet qui, bien qu'il existe dans les médias, existe aussi à travers les témoignages de nombreuses personnes. Beaucoup d'entre vous qui nous regardez en direct nous ont déjà vus. Et qu'à ce jour, malgré tant de témoignages, il y a encore des gens qui nient complètement ce genre de cas. Eh bien, au moins ici, nous continuerons à approfondir et bientôt il y aura d'autres audiences. Nous vous tiendrons informés de tout ce qui se passera et sera dit au Congrès des États-Unis.
Et il est évident qu'il y a de plus en plus de pays comme le Brésil, la France, l'Angleterre, le Japon, la Chine, qui ont commencé à divulguer petit à petit certaines informations. Et ici aussi, nous vous tiendrons informés en commentant en détail pour ceux qui aiment enquêter. Un peu plus loin, il y a Black Bolt, où il y a des milliers de documents très intéressants et de temps en temps, j'y jette un œil pour vous rapporter des cas curieux, des cas intéressants de ce qui a été révélé à partir de documents officiels. Tu n'en viendras jamais à bout, il y a énormément de documents détaillés, de situations atypiques, d'anomalies vraiment étranges. Eh bien, ici, on continuera à vous en parler en détail, en plus de ce qui se passe au quotidien, n'est-ce pas ? Mais un autre sujet qui attire aussi l'attention, évidemment, c'est ce qui s'est passé au Canada. La Gendarmerie royale du Canada a rapporté une fusillade terrible qui a eu lieu dans la ville reculée de Tumblr. Bridge selon ce qui a été rapporté. Je vais vous donner les détails de ce que l'on sait pour l'instant, mais il y a déjà eu des victimes qui ont perdu la vie lors de cet événement. Dans ce cas, laissez-moi vous montrer cette situation, allons-y, laissez-moi aller directement à la carte pour localiser exactement. Pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. C'est en Colombie-Britannique, et en ce moment, les yeux des médias internationaux se tournent vers cet endroit, reculé du Canada. Regardez où il se trouve. C'est un endroit assez éloigné, disons, des villes les plus importantes du Canada et dans cette région. Regardez, c'est cet avertissement ici. Une alerte que Google affiche lors d'un problème grave. Regardez, là c'est la fusillade de Tumblr, un lycée, regardez bien. Et là l'alerte de Google est déjà affichée, hein ? C'est incroyable. Passons aux détails de ce qui s'est passé. La fusillade a eu lieu à Tumblr Bridge, une localité isolée à environ 1100 km de Vancouver. L'attaque a commencé dans un lycée où 7 personnes auraient perdu la vie, puis la fusillade s'est poursuivie dans une maison voisine où 2 autres victimes ont été retrouvées mortes. Donc cela fait déjà 9 victimes. En plus des 9 morts, il y a 27 blessés, dont 2 dans un état critique et 25 avec des blessures légères. La Gendarmerie royale du Canada aurait réagi immédiatement, entrant dans l'établissement scolaire après une alerte concernant un tireur actif. Ils ont découvert 6 morts et une 7e victime décédée en route vers l'hôpital. L'agresseur présumé a été retrouvé sans vie. Selon les autorités, la blessure qu'il présentait était auto-infligée, c'est-à-dire qu'il s'est ôté la vie lui-même après avoir commis ce crime. Le centre de santé de Tumblr Bridge a déclaré le code orange, mobilisant toutes les ressources pour prendre en charge de multiples victimes et restreignant l'accès général. 100 personnes, dont des élèves et du personnel scolaire, ont été évacuées en toute sécurité du lieu des faits. Toutes les écoles primaires et secondaires de Tumblr Bridge resteront fermées pour le reste de la semaine par mesure de précaution et de deuil. C'est dur, c'est vraiment difficile ce sujet. Le district scolaire a annoncé qu'il offrira des services de soutien psychologique à la communauté et informera bientôt où ils seront disponibles. L'alerte d'urgence a été levée, il n'y a plus d'urgence, c'est terminé. La ministre de la Sécurité de la Colombie-Britannique a confirmé qu'il n'y a plus de suspects ni de danger imminent pour la population. La ministre Nina Kruger a qualifié l'événement de dévastateur et a remercié le courage et la rapidité des premiers intervenants. La communauté s'est profondément choquée. Quelle épreuve, quelle situation si terrible! Eh bien, les Chihuahuas, passons à d'autres sujets difficiles. Voilà comment commence la journée avec ces informations. Cela s'est produit dans les dernières heures du Dix. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Merci beaucoup d'ailleurs à la communauté qui nous regarde en direct. Merci de nous accompagner à une heure si matinale, n'est-ce pas ? Mais bon, il y a quelques rapports que je veux vous présenter d'entrée de jeu. Eh bien, regardez, hier je vous parlais de la situation avec la Norvège. La Norvège tire la sonnette d'alarme. Avec la Russie, ils observent certaines choses. Hier, le général ministre de la Défense en parlait. Il évoquait les risques à venir avec la Russie. Surtout parce que la Norvège est très proche des plus grandes installations nucléaires situées dans la péninsule de Kola, au nord-ouest de la Russie. Là-bas se trouve une base où les Russes gardent à l'intérieur leurs missiles intercontinentaux. La Norvège vient de lancer un avertissement sur le manque total de transparence. Cette fois-ci, le Premier ministre, Johan Gerestor, affirme que son pays est confronté à une situation de sécurité très grave, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ce sont le PST, qui est la sécurité intérieure, le NIS, qui est le renseignement intérieur, et le NSM, qui est la sécurité nationale. Ils ont publié un rapport annuel dans lequel ils signalent une série de menaces croissantes d'espionnage, de sabotage et de guerre hybride. Actuellement, c'est semblable à ce qu'a évoqué l'Estonie. Je vous ai déjà parlé du rapport annuel des renseignements estoniens, cette fois il s'agit de celui de la Norvège. Selon le document, il y a une augmentation de l'activité du renseignement russe, en particulier à la frontière entre la Norvège et la Russie, qui fait environ 197 km terrestres, mais mal 750 km maritimes. Et on craint que des sabotages d'infrastructures énergétiques et militaires aient déjà lieu. Si l'on regarde les détails de la carte et que l'on se dirige vers cette partie de l'Europe, du nord de l'Europe, c'est à cette zone que je fais référence. Cela fait 197 km d'ici, plus de nombreux kilomètres de frontières maritimes avec la Russie. Donc évidemment, ceci constitue ce que l'on appelle la... Voici là, ici se trouve la frontière avec la Finlande. Toute cette frontière est la frontière avec la Norvège, c'est-à-dire la Norvège longe toute cette ligne. Tout cela, voici la frontière, cette péninsule, la péninsule de Kola. C'est ici que se trouvent les plus grandes armes nucléaires de la Russie. Alors ici, à cette frontière, ils ont observé comment les services de renseignement russes se mobilisent. C'est pourquoi il y a des soupçons que quelque chose se passe par là. Y a-t-il une crainte de sabotage? Aussi. Le rapport décrit une guerre hybride en expansion, de l'espionnage et de la désinformation, de l'influence étrangère et des cyberopérations qui pourraient viser des objectifs stratégiques dans ce pays. Le PST avertit que Moscou pourrait tenter de recruter des réfugiés ukrainiens en Europe. Et que la Russie, par conséquent, évidemment, qu'ils aient cet intérêt pour la Russie. La Norvège surveille de près l'expansion de la Chine dans l'Arctique, ses intérêts géostratégiques et ses activités de renseignement à long terme, bien qu'elle ne la considère pas comme une menace immédiate. Même si la Chine n'est pas considérée comme une menace directe pour le moment. En ce qui concerne le dossier de Groenlandia, ils affirment que l'Arctique est un sujet qui, à long terme, pourrait également impliquer les Chinois eux-mêmes. Le gouvernement norvégien a demandé au Parlement davantage de fonds pour la défense et le soutien à l'Ukraine en justifiant que la menace extérieure nécessite un investissement accru dans la sécurité et une préparation à long terme. Eh bien, c'est ce que la Norvège avertit aujourd'hui. Au fait, le Venezuela dément avoir envoyé du pétrole en Israël. Caracas rejette les versions concernant une prétendue vente de brut au Moyen-Orient, qualifiant l'information de fausse. C'est Bloomberg qui a diffusé ça, sauf erreur. Mais bon, eux disent « Maintenant, le Venezuela dit que ce n'est pas le cas, on va voir qui va confirmer cela. » Non. Mais en tout cas, le gouvernement vénézuélien ne reconnaît pas cette vente. En attendant, laissez-moi aussi vous dire rapidement qu'au secrétariat de la défense du Mexique, il y a l'achat de 10 hélicoptères et de drones pour l'armée de l'air mexicaine. Le gouvernement mexicain renforce la capacité opérationnelle de l'armée de l'air avec l'acquisition d'hélicoptères polyvalents et d'aéronefs sans pilote à portée stratégique. Selon les informations à la base aérienne numéro 1, eh bien, c'est ce qu'ont dit le général Ricardo Trevilla et la présidente Claudia Sheinbaum, qui étaient à ma présence sur place. Eh bien, c'est aussi un sujet évidemment intéressant. On ne voit pas souvent ce genre de mouvement et maintenant cette information est lancée. Un autre sujet dont nous parlons aussi d'un autre côté, Trump. Le président des États-Unis affirme qu'il envisage d'attaquer sur le sol latino-américain, c'est-à-dire, allons-y, qu'il viserait des attaques contre le crime organisé en Amérique latine. C'est évidemment un sujet préoccupant, surtout s'ils essayaient de le faire sans la permission des pays, n'est-ce pas? Là, ce serait pratiquement une invasion, affirme-t-il. Selon lui, les substances illégales, les drogues, disons, ont beaucoup diminué, par exemple le fentanyl, etc. Il affirme que cela a baissé d'environ 33%. Il dit qu'ils vont maintenant commencer à attaquer par voie terrestre, qu'ils s'occupent déjà des bateaux, mais que maintenant ils vont passer par la terre. Ce n'est pas très clair où, au Venezuela, en Colombie, au Mexique, où ils vont essayer d'opérer, soi-disant. Jusqu'à présent, les opérations du gouvernement de Trump ont officiellement fait 126 morts jusqu'aux dernières dates. Moi, je pense qu'il y en a plus.
Mais bon, eux disent que c'est 126 personnes maintenant. Il y a aussi eu une coopération entre les États-Unis et la Colombie lors d'opérations conjointes. Et ils ont intercepté un sous-marin transportant près de 10 tonnes de cocaïne et ont arrêté 4 membres d'équipage à bord de l'embarcation. Eh bien, un sujet qui reste évidemment important et qui a été, la principale raison, on suppose, pour arrêter Maduro. N'est-ce pas qu'ensuite il nous a beaucoup parlé du sujet, mais disons que c'était la première raison, disons qu'il donnait. Non. Être soi-disant lié à la prison des soleils et à d'autres sujets, non. Voilà où en est le sujet. En attendant, passons à un autre sujet important. En ce moment, il est rapporté qu'il se prépare, soi-disant non, Washington pour des attaques militaires. Et l'armée des États-Unis serait prête à attaquer lors d'une série de déploiements massifs avec des navires, des bombardiers et du personnel dans la région. Les forces déployées contre l'Iran commencent donc à rendre les Iraniens nerveux. Regardez Donald Trump. Ce qu'il affirme, c'est que s'il n'y a pas d'armes nucléaires, s'il n'y a pas de missiles, autrement dit, si un accord est trouvé là-dessus, il n'y aurait pas d'attaque. Mais si cet accord n'est pas trouvé, il y aura une attaque militaire. Dans les prochaines heures, nous allons assister à la réunion entre Trump et Netanyahou. Ce sera très intéressant de pouvoir commenter ce sujet, car il pourrait à manquer donner des signes clés indiquant s'il y aura une attaque bientôt, n'est-ce pas ? Le président des États-Unis a déclaré cela hier, le 10 février, qu'un bon accord est en préparation. Apparemment non, il n'y a pas eu ce message. En fait, c'est plutôt le contraire. Les Iraniens insistent sur le fait qu'il n'y a toujours pas de possibilité d'accord, du moins jusqu'à présent, non. Un autre sujet qui attire également l'attention est ce qui se passe au Bangladesh. Au Bangladesh, on commence à voir ces manifestations de femmes, d'hommes et de femmes, mais surtout beaucoup de femmes qui sont très en colère parce qu'on essaye de faire monter un parti islamiste. Eh bien, c'est un parti qui propose des idées très opposées aux femmes. Entre autres choses, rien de très bon. Ils rapportent sûrement des manifestations. Ils ont rejeté et élevé la voix contre un parti qui, selon eux, s'appelle Yamad et Islami, qui pourrait obtenir un nombre de voix sans précédent lors des prochaines élections, les élections de jeudi. Si c'est le cas, ils pourraient accéder au pouvoir ou du moins obtenir beaucoup de pouvoir de la part de ce groupe, de ce parti qui, selon eux, est assez extrême. Les femmes ont manifesté jour et nuit avec des torches, demandant que ce parti n'accède pas au pouvoir. N'est-ce pas ? Ces élections, disent-ils, devraient représenter un changement et une réforme. Au contraire, nous voyons comment les femmes sont systématiquement effacées et leurs droits menacés, aurait déclaré Simina Sarmin, 25 ans, l'une des militantes qui protestent contre ce parti. Nous craignons que ces élections ne fassent reculer le pays d'environ 100 ans. Alors attention, car ce problème peut effectivement surgir et il ne commence pas dans un pays pour être ensuite vaincu par un autre, puis un autre, et c'est une situation évidemment terrible. Au fait, un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent lors de ces diffusions. Donnez-nous un coup de main avec un pouce levé, un like, en partageant. Tout cela aide évidemment à l'information, à ce que l'information atteigne plus de monde. Pour nous aider davantage, consulte la description. Plusieurs options comme le super chat ou l'abonnement y sont indiquées. À ceux qui nous soutiennent de cette façon, je vous remercie énormément. Vraiment merci de soutenir le travail que nous faisons. En matière d'information indépendante, c'est vraiment très apprécié, donc quelle que soit la manière dont tu peux nous aider, c'est apprécié. Nous envoyons des notifications sur Telegram et WhatsApp quand nous sommes en direct. Vous pouvez nous trouver sur ces plateformes ainsi que sur d'autres réseaux sociaux, comme vous le savez déjà. Merci encore de nous accompagner tout au long de la journée. Nous apparaissons ici en direct, en rapportant ce qui se passe, et le soir, vers 8h30, 9h du soir, heure de la ville de Mexico. Nous sommes déjà dans un reportage, dans un podcast d'actualité très long, de plus d'1 heure, parfois même jusqu'à 2 heures, où nous interagissons aussi, nous discutons, nous échangeons avec toute la communauté. Merci pour vos commentaires, nous vous lisons avec attention. Merci pour votre soutien, à bientôt pour une nouvelle mise à jour.